ça fait débat. Voilà, hein, dans cette course contre la montre qui est lancée jusqu'au premier tour des élections législatives, nous voterons le 30 juin et le 7 juillet. C'est une campagne éclair. On a été projeté dans un espace-temps politique assez unique, rarement vécu jusqu'ici. On va en parler avec nos invités, avec ce coup de tonnerre qu'a été cette dissolution de l'Assemblée nationale, qui a un certain nombre de conséquences, et ces conséquences, on va les appréhender. On le voit, on a un bloc de la majorité présidentielle que l'on présente comme fragilisé aujourd'hui. On a une alliance à gauche qui a été scellée. Est-ce que ce sera suffisant pour renverser la table, bouleverser la promesse qu'on fait au Rassemblement national, qui est l'archi-favori de ces législatives? Mais aura-t-il une majorité à l'Assemblée nationale? Beaucoup de points d'interrogation. Alors on le voit, ça a beaucoup joué, triangulé. Les poutres ont joué dans les familles politiques. C'est notamment le cas des Républicains. Nous avons un représentant de la famille républicaine. Bref, on va parler des enjeux de cette campagne. On va s'interroger sur les programmes. Est-ce qu'on va avoir le temps de parler du fond pendant ces 15 jours? Et surtout, on va s'interroger sur l'atterrissage de cette séquence politique absolument unique. 3 invités autour de la table pour en parler. Christophe Duprat, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc secrétaire général des Républicains, lesquels on va en parler dans quelques secondes. À vos côtés, Adrien de Bévert, vous êtes délégué départemental du MoDem, donc majorité présidentielle. Et à ma droite, Thierry Trijoulet, vous êtes le premier secrétaire fédéral du Parti socialiste en Gironde. Merci à tous les 3 de vous être rendus disponibles pour ce temps d'échange, ce temps de débat. On va en parler. La première question, on le disait, on parlait de ce coup de tonnerre qui a résonné dans le ciel politique de ce pays. Au fond, ce coup de tonnerre, c'est quoi? C'est un coup de poker ou c'est une balle dans le pied qu'a tiré Emmanuel Macron, Thierry Trijoulet? J'ai envie de dire c'est les deux. Mais c'est un choix qui, à mon avis, met en difficulté la démocratie et la République, puisqu'aujourd'hui, on parle de la possibilité de l'accès de l'extrême droite à une majorité pour gouverner. Et ça, puisque depuis 2002, on savait qu'il y avait ce risque au Rassemblement national, vous pensiez être projeté dans cet espace-temps aussi rapidement au lendemain des européennes? Non, sincèrement, non. Vous dites aujourd'hui que c'est irresponsable? Complètement. Alors, Adrien de Bévert, vous avez la lourde charge de représenter la majorité. On a eu un premier week-end de campagne, l'accueil des candidats de la majorité a été... Alors, ils n'ont pas pris des cailloux non plus sur les marchés, a été un peu froid, mais voilà, ce geste du président de la République, comment on le justifie sur les marchés? Je pense que la genèse de cette situation, en fait, on la trouve en 2022, avec cette Assemblée nationale où il n'y avait pas de majorité absolue qui s'est dégagée, et où on a vu très rapidement que certaines minorités étaient là clairement pour empêcher le fonctionnement démocratique, avec un spectacle dans l'hémicycle vraiment lamentable, qui a d'ailleurs encore un peu plus aggravé l'image de la politique auprès des citoyens. Et donc après, ce sujet de la dissolution, il était récurrent. Il y a eu plusieurs rumeurs ces derniers mois. Alors la question du est-ce que c'était trop tôt, trop tard, on peut en débattre, même si je pense pas qu'on n'est plus sur ça en fait. Voilà, il y a eu une dissolution. Ça a suivi aussi un scrutin européen où les Français ont fait passer des messages qui n'étaient pas forcément vis-à-vis de l'Europe. C'est malheureux. L'Europe est souvent un peu squeezée dans les élections européennes. Et le président de la République a considéré que les Français faisaient passer un message et qui demandaient la parole sur un sujet national, sur le sujet national. Donc on leur redonne la parole. Je pense que redonner la parole à la population, c'est jamais une mauvaise chose en démocratie. Alors après, effectivement, le timing est compliqué. Les dissolutions impliquent des élections très rapides derrière. Donc maintenant, il faut faire face. Et effectivement, il y a un enjeu considérable parce que le risque est grand. Et finalement, c'est des législatives qui sont aussi un petit peu un référendum, en fait, qui est proposé aux Français. Est-ce que oui ou non, vous voulez finalement d'un extrême pour diriger la France? C'est un peu la question aussi qui est posée. Alors, on va y revenir à cette question des extrêmes et comment on définit les extrêmes, puisque ça va être au cœur de cette courte campagne. Je me tourne vers vous, Christophe Duprat, je le disais, secrétaire départemental de LR. Vous, ça a été, cette séquence, c'est probablement une des plus grandes crises ouvertes dans cette famille dans laquelle vous militez depuis des années. Alors, expliquez-nous où vous êtes aujourd'hui. Vous êtes quel canal de LR, Christophe Duprat? Ça a été assez clair, on l'a dit assez rapidement. La solution proposée par Alex-Ciotti ne nous a pas convenu ni sur le fond ni sur la forme. Sur la forme, bien évidemment, une décision solitaire de faire une alliance. Le gaulliste que je suis, le juppéiste que j'ai été, fait qu'on ne pouvait pas transiger sur ce sujet-là et on s'est désolidarisé quelques minutes
après l'annonce d'Éric Ciotti, tout en restant au sein des Républicains. On a tenté de régler quelques sujets la semaine dernière, mais je crois que tout ça est derrière nous. L'intérêt national doit prévaloir de façon à quelle position on va avoir. Sur la dissolution, encore une fois, moi, gaulliste que je suis, que le président de la République tire une conclusion d'un scrutin qu'il a perdu, ne me semble pas totalement anormal. Est-ce que c'est pas là pour où de le faire un peu si vite? Ah, mais voilà, là où est le vrai problème, c'est qu'il ne fallait pas le faire à ce moment-là. D'abord parce que ça nécessitait une campagne longue, auxquelles les programmes auraient pu être présentés, n'auraient pu être discutés, les campagnes auraient pu se faire normalement, et on n'aurait pas fait une course contre la montre pour pouvoir se présenter avant dimanche soir 18h, déposer ses documents de campagne avant ce soir 18h, et que tout ça n'a fait que finalement un resserrement de la démocratie, et finalement, comme vient de le dire Adrien de Béver, un référendum pour ou contre le président de la République. C'est comme ça que les choses vont se terminer. Sauf que dans ce cas présent, nous sommes face à des programmes, des candidats qui sont, à mes yeux, dangereux pour la France. Alors, justement, est-ce que vous classez Thierry Trigoulet, le premier fédéral du PS, dans ces candidatures dangereuses pour la France? Thierry Trigoulet lui-même, non. Mais quelques-uns de ses amis non plus, que j'ai côtoyés depuis de nombreuses années. Mais ils ont fait une alliance, permettez-moi de vous le dire, avec des gens qui ont passé leur temps à faire freiner le système démocratique au sein de l'Assemblée nationale, de façon à déployer des drapeaux de pays étrangers, d'avoir des propos qui sont inqualifiables. Moi, j'en ai tiré les conclusions 5 minutes après l'annonce d'Éric Ciotti. J'ai dit, cette situation ne me convient pas. Donc, je prends une position inverse. J'aurais aimé que les socialistes ne fassent pas alliance avec certains membres de LFI, ce qui nous aurait évité d'avoir un programme, aujourd'hui, que j'ai pris le temps de le lire en long, en large, en travers, qui est, je le dis clairement, dangereux pour la France et pour la société française. Alors, Thierry Trigoulet, parole à la défense. Cette alliance de LFI avec LFI, on avait parlé du temps de la NUPES, là, le PS pèse davantage. Est-ce que c'est pas ça, au fond, qui va... Alors, est-ce qu'il faut parler de LFI ou des mélenchonistes? Est-ce que c'est pas ça qui peut enrayer cette dynamique à gauche que la gauche essaie de lancer? D'abord, heureusement que ce programme n'est pas dangereux pour la France. C'est surtout essayer de réparer tout ce qui a été fait depuis 7 ans. C'est-à-dire que la société est en tension, le pays est en difficulté. C'est la gestion financière du président Macron qui a été sanctionnée par la dégradation des agences de notation. Et puis j'assiste, comme on a connu, quand on connaît son histoire politique française, dès que la gauche est unie, on la diabolise, avec qui elle s'allie. C'était le cas en 24, en 36, en 81. Enfin, je veux dire, c'est toujours le même discours de la crainte de l'union de la gauche qui, par son union, fait justement œuvre de responsabilité pour défendre la République. Parce que qui c'est qui met l'extrême droite aux portes du pouvoir? C'est le président Macron. C'est lui. Qui c'est qui a notabilisé l'extrême droite en leur offrant 2 vice-présidences à l'Assemblée nationale, alors qu'à Bruxelles, alors qu'au Bundestag, il y a un cordon sanitaire? C'est le président Macron. Alors c'est difficile après de dire « Ah, mais c'est leur faute ». Non. Nous, on est là justement pour relever le défi. Et, de toute manière, comme l'a dit un grand ancien socialiste, la gauche a toujours été très diverse et l'union est un combat. Et je vous le répète, la gauche relève le défi pour la justice sociale dans ce pays. Alors, elle relève le défi sur la justice sociale, mais Christophe Duprat en parlait. Cette campagne, ce positionnement de LFI, il y a quand même des zones troubles. L'engagement très fort sur Gaza, ce terme de Jean-Luc Mélenchon, l'antisémitisme résiduel, il a évoqué cette phrase. Voilà, est-ce qu'au fond, c'est pas un peu... oui, mais on ne doute pas des valeurs du Parti socialiste. On reprend des éléments de langage, c'est comme quand on qualifie l'alliance avec l'extrême gauche. Non, c'est une gauche radicale qui a toujours existé. L'extrême gauche, on sait ce que c'est dans la vie politique contemporaine. Et là aussi, on caricature. Et je vous dis, c'est pas possible qu'on en soit là. Et ce qui veut dire des choses, c'est que effectivement, l'union de la gauche, elle fait peur, parce qu'effectivement, elle se place en position de responsabilité pour essayer de changer les choses en France. Alors, Adrien de Béver, je me tourne vers vous. Emmanuel Macron l'avait dit, et il a tout fait pour s'opposer à l'arrivée du Front National
du Rassemblement national au pouvoir. Or, on a l'impression que, là, plus que jamais, voilà, il est peut-être presque en train de leur donner les clés. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Avant de répondre à ça, moi, je voudrais rebondir sur les allez-y, propos. Allez-y. Ce qu'on entend, c'est quand même un peu particulier, quand même. On n'est pas face à une union de la gauche classique, comme évoqué des dates précédentes. Ça n'a rien à voir. On est absolument sur un autre monde. On est sur une union de la gauche qui se fait par l'extrême gauche. Et alors, ce qui est d'autant plus incroyable, c'est que la liste Glucksmann arrive en tête, et pourtant, les socialistes se sont rangés derrière LFI et derrière Mélenchon. Et selon leur accord, je le rappelle, ils l'ont longtemps rappelé, parce qu'ils cachent le nom de leur Premier ministre potentiel s'ils sont majoritaires, mais c'est Jean-Luc Mélenchon. Et Jean-Luc Mélenchon ou Jordan Bardella, pour moi, c'est kiff-kiff et bourricot, comme on dit, par rapport au danger pour la France. Ce sont deux approches extrêmement dangereuses par rapport aux principes républicains, à notre démocratie, à notre capacité à vivre ensemble, même au simple fait de faire société. On est face à des personnalités qui sont extrêmement clivantes et qui divisent les Français. Donc on est vraiment, aujourd'hui, ce qu'a fait la gauche. Et là-dessus, moi, je pense qu'il faut vraiment saluer aussi ce qu'ont fait les Républicains qui ne se sont pas alignés sur la position d'Éric Ciotti. Effectivement, c'est un acte gaulliste. Ça aurait été aberrant que le parti gaulliste finisse par s'allier finalement avec les héritiers de l'OAS ou de Pétain. Ils ont eu ce courage de dire non. À gauche, au contraire, pour sauver leur circonscription, parce qu'il faut le dire, c'est principalement ce genre de raison. Ils ont pour un plat de lentilles, ils ont vendu leur âme en fait. Et aujourd'hui, donc on a une LFI qui aura plus de députés, c'est mathématique. Ils ont 44 investitures de plus et en plus les bonnes circonscriptions. Donc et comme leur accord l'indique, c'est le parti qui aura plus de députés qui amènera le Premier ministre. Donc Jean-Luc Mélenchon. Donc ça, il faut l'assumer, il faut pas le cacher. Et à partir de là, on est clairement face à un programme. Et puis alors, c'est plus la gauche avant, cette gauche qui était chantre de la laïcité. Aujourd'hui, elle est emmenée sur le communautarisme, l'antisémitisme. Quand j'entends, par exemple, la numéro 4 de Lise Glucksmann qui dit dans les accords, on a négocié l'antisémitisme. Mais où est-ce qu'on est, quoi? Non, mais c'est vraiment le cataclysme de cette séquence, c'est surtout ce qu'a fait les socialistes, la gauche modérée, la gauche dite républicaine. Elle a un peu disparu. Il reste des gens comme Emmanuel Valls ou M. Cazenave, mais ils sont vraiment plus nombreux. Et ça, c'est très inquiétant, effectivement. Christophe Duprat. Et ensuite, Thierry je veux dire, on se connaît. On a co-géré, on a été dans des conseils municipaux, dans des conseils métropolitains ensemble, et on se connaît, j'ai envie de dire. Quand on lit le programme, Thierry Tréjoulet disait « M. Macron a ruiné la France ». Ils vont ruiner les collectivités locales. Moi, je vais prendre un exemple très simple. Si j'applique le programme tel qu'il est, c'est une perte de recettes pour la commune de Saint-Aubin-de-Médoc d'1 800 000 € sur l'école gratuite, sur les transports scolaires gratuits, sur le périscolaire gratuit et sur la cantine gratuite. Qui va me donner ces 1 800 000 €? Alors que, il faut que tout le monde ait conscience que les usagers ne paient à la crèche que 20%, qu'au périscolaire que 18% de ce que ça coûte. C'est déjà pris en compte par les collectivités. Et bien là, on va nous dire, c'est 1 800 000 €. C'est l'État qui va nous le donner. Il n'a pas d'argent, l'État. Le programme tel qu'il est proposé aujourd'hui, c'est 300 milliards de dépenses, en plus des 3 000 milliards. Alors, je veux bien qu'on me dise que c'est une justice sociale, mais qui va la payer, cette justice sociale? Celui qui travaille? Celui qui s'est construit un patrimoine, à qui on va dire votre héritage, il va être partagé en deux parce qu'il n'y en a plus? C'est celui qui a fait des efforts toute sa vie ou c'est celui qui a attendu? J'attends des réponses. Alors Thierry Tréjoulet, vous avez vendu votre âme, vous allez ruiner la France. Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est toujours des charges très caricaturales qui simplifient le discours pour se rassurer alors que c'est faux, alors que le programme est très clair par rapport aux accusations d'antisémitisme. C'est un délit. Et vous accusez, alors moi je vais m'amuser aussi à des paroles qui ont été tenues, qui étaient des fois profondément racistes par votre... On ne sait pas s'il est toujours président ou ex-président. Et sur le programme, on sort 300 milliards comme ça, par magie, alors qu'il y a des économistes qui sont en train de chiffrer ce programme. Et passer à côté sur le fait que c'est le président Macron qui met l'extrême droite aux portes du pouvoir. C'est exactement ce qui nous fait aujourd'hui et qui met en difficulté, en tension, qui fait des réformes sociales que les gens ne voulaient pas. Moi, j'ai voté le 24 avril et j'ai entendu les paroles du président Macron. Votre vote m'oblige. Je dois en tenir compte. En a-t-il tenu compte? Non, il a fait ce qu'il a voulu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est normal que la gauche
et dans sa diversité, et contrairement aux caricatures que vous avancez, porte un projet, et un projet pour la France. Et j'entends les mêmes discours qu'on a entendus le 10 mai 80, même. Tu sais, la gauche va ruiner la France. C'est toujours le même discours de la part des conservateurs. Ok, alors Adrien de Bévert, là-dessus, justement, on parlait de cette campagne, Thierry Tréjoulet dit, vous nous caricaturez, est-ce qu'au fond, en 15 jours, on a le temps de faire de la vraie politique, de la bonne politique, c'est-à-dire avoir des programmes? Parce que, allez, je ne veux pas caricaturer, mais si on regarde la séquence de ces derniers jours, on a passé un week-end avec des histoires de casting, ça a concerné la gauche, et puis subitement, on a vu le Premier ministre Gabriel Attal qui tient un point presse. Et là, passez-moi l'expression, on a découvert que ça pouvait être open bar, en fait. Hein, vous reprochez les dépenses, mais il y a un certain nombre d'engagements qui ont été pris, des nouvelles primes Macron et tout. Qu'est-ce qui se passe? Au fond, pourquoi là? Parce qu'il y a le feu, et pourquoi pas pendant 7 ans, puisque on a quand même au pouvoir depuis 7 ans. Oui, alors, les propositions faites, alors de toute façon, la logique de ce qui a été annoncé par Gabriel Attal, c'est une continuité quand même par rapport à beaucoup de choses qui ont été faites. On change pas tout, on révolutionne pas tout, parce que ça serait pas crédible et pas cohérent. Après, on est quand même nettement moins dépensier que les deux grands extrêmes qui s'opposent à nous. Encore une fois, puis alors, c'est beaucoup des choses qui incitent plutôt le monde économique, par exemple sur l'augmentation des salaires, l'allègement de charges pour les entreprises. La prime Macron, c'est comme une prime qui dépend de la santé des entreprises et ainsi de suite. On n'est pas, encore une fois, sur les montants annoncés. Du côté du Rassemblement national, on est à plus de 100 milliards. C'est fou. 300 milliards à côté de la gauche. Enfin, effectivement, on reste gratis. Alors forcément, quand on n'est pas au pouvoir, c'est toujours plus simple de proposer tout et n'importe quoi. Quant au financement, le pire, c'est que c'est un peu écrit dans le programme de la NUPES. Alors j'ai beaucoup de mal de dire Front Populaire, parce que le pauvre Léon Blum, il doit se retrouver dans sa tombe quand on voit la dimension, encore une fois, les problématiques d'antisémitisme qu'il y a autour de ça. Vous ne savez pas avec qui il a négocié. Par ailleurs, quand on marque que le Hamas, en réalité, on ne dit pas que le Hamas, vous n'avez pas dit que le Hamas était un mouvement terroriste. C'était un mouvement qui fait parfois des actes terroristes. Excusez-moi, c'est pas tout à fait la même chose. Bref, je ferme cette parenthèse. Donc, toujours est-il que quand on voit que le financement, qui à mon avis ne couvrira jamais les 300 milliards, c'est 14 tranches d'imposition, c'est une taxation sur les entreprises, c'est le retour de la taxation sur les heures supplémentaires, sur l'épargne salariale. En réalité, c'est l'étranglement de notre économie qui est derrière ça. Et ça va générer quoi? Des entreprises qui vont soit partir quand elles seront les plus grosses, les autres elles vont mourir. Ça va donc être du chômage, les classes moyennes écrasées par l'impôt, et le peu qui sera donné d'une main sera repris au double ou au triple de l'autre main. Voilà la réalité même discours de qu'il y a 40 ans. Alors, je vois peut-être. Christophe Dupont, vous voulez réagir, mais j'ai une question ensuite à vous poser. Non, simplement, il faut avoir conscience de qu'est-ce que nous réclament les Français. Les Français, ils ont 2 sujets de préoccupation majeurs. La sécurité et le pouvoir d'achat. Dans le programme qui est annoncé par aujourd'hui les candidats, c'est ce que vont regarder en priorité les Français. Comment je vais mieux vivre en sécurité où je suis, ou comment, où je suis, je ne vais pas devenir en insécurité. Parce qu'il y a ces 2 domaines qui sont là. Et puis, le pouvoir d'achat. Alors, effectivement, les factures d'énergie sont un peu symboliques, puisque c'est celles qui ont le plus augmenté. Et là, on a tenté d'avoir un débat au cours des élections européennes sur les tarifs réglementés de l'électricité européenne. On n'a pas eu vraiment de réponse parce que c'est beaucoup plus compliqué. Mais ces 2 sujets sont majeurs. Si j'ai envie de dire les partis traditionnels avaient, et je m'y mets dedans, bien répondu à ces 2 questions, nous n'aurions pas des extrêmes aux portes du pouvoir. Et je pense qu'on a une responsabilité collective sur ce sujet-là. Donc, il n'y a peut-être que 15 jours de campagne, mais on se doit aujourd'hui de rassurer les habitants parce que nos électrices et nos électeurs, au sens très large du terme, ont peur. Ils sont perdus. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont voter le 30 ou le 7. Et je peux même vous faire le pari aujourd'hui, et je n'y serai pas pour vérifier, qu'un certain nombre vont hésiter dans l'isoloir entre 2 bulletins pour savoir à quel moment il faut faire le bon choix. Parce que c'est tellement compliqué. Il y a tellement de promesses qui paraissent mirobolantes, dont on s'imagine bien qu'elles ne pourront pas avoir lieu, mais l'erreur, c'est de les faire. D'ailleurs, dans des équipes municipales, on ne les fait pas, ce genre de promesses. On n'est pas fou, parce qu'on sait très bien que dans 6 ans, on va nous le faire payer. C'est pour ça qu'il y a plus de réalisme et que c'est le cas. Donc je pense qu'il aurait mérité d'avoir de vrais programmes, mais ça, il nous aurait fallu du temps pour les préparer et pour les mettre en œuvre. Tant qu'on n'a pas. Thierry Tréjoulet, justement, sur ce temps de campagne,
vous disiez que, alors là, c'est vous qui êtes la cible aujourd'hui, puisque voilà, on sent un tir de barrage contre le programme du nouveau Front populaire. Il y a le temps où, au fond, c'est une campagne, ça va être une campagne de quoi? De com, d'effets de manche, de 3 punchlines qui vont fonctionner. Est-ce qu'au fond, ce ne sera pas une campagne terriblement terne et pauvre? Je pense pas. Par rapport à ce qu'a décidé le président, effectivement, ça a été une surprise. Les gens ont été interpellés et je crois qu'aujourd'hui, les gens ont envie de se mobiliser. On en parlait sur l'envie d'aller voter. La demande de procuration est énorme. On parle pour plus de 70% de participation pour des législatives. Donc, on va se rapprocher de taux liés à une présidentielle. Et puis, je crois que les Français savent aussi comment a été géré. Il y a des questions, certes, de sécurité, mais il y a l'emploi, le logement, et la santé, l'éducation. Et on ne peut pas dire que le gouvernement en place ait répondu à ces attentes. Et puis, effectivement, oui, c'est très compliqué. Vous savez, je disais aux collègues, on verrait un pays organiser des élections comme ça a été fait. On dirait c'est un pays autoritaire. Il laisse pas la place au débat, il laisse pas l'opposition à s'organiser. On serait capable de se moquer d'un pays qui organiserait des élections législatives comme ça. C'est sûr qu'on va manquer de temps. Le président veut jouer au poker. Et écoutez, il a cru que la gauche serait désunie. Et non, on relève le défi pour la justice sociale. Alors, vous êtes un peu en retard, Thierry Trigoulet, donc je vais vous reposer une question autour de cet angle. Aujourd'hui, ça va être quoi l'atterrissage politique de cette séquence? Puisqu'il y a 2 scénarios qui se détachent. Soit le Rassemblement national arrive avec une majorité absolue, soit derrière, qu'est-ce qui va se passer si aucune majorité ne se dégage? C'est quoi? C'est la chienlit, comme disait le général de Gaulle? Écoutez, peut-être qu'il faudra penser à un rassemblement des Républicains, mais effectivement, c'est le président qui a voulu cette situation. Donc aujourd'hui, on verra comment les forces en présence vont sortir de cette assemblée. Pour moi, je vous le dis, personnellement, dans l'engagement que j'ai à gauche et dans le cadre du nouveau Front populaire, c'est surtout faire front à l'extrême droite et empêcher l'extrême droite d'accéder au pouvoir. Ça, c'est la priorité. Et alors, messieurs, je vais vous poser la question. Dans l'hypothèse, folle ou pas, d'un second tour entre un candidat du RN et un candidat du Front populaire, vous votez pour qui? La question, j'espère, ne se posera pas dans ces termes-là. Non, mais c'est un vrai sujet. La question se posera, et en une âme et conscience, dans le secret de l'isoloir, on prendra les décisions qu'il faut prendre et qui sont pour la France, encore une fois. Moi, je crois que, malheureusement, le dimanche 7 au soir, on a un vrai risque de n'avoir aucune majorité. Et c'est là que l'incertitude pour notre pays va être plus compliquée qu'elle n'est aujourd'hui. Aujourd'hui, certes, il n'y avait pas de majorité, mais il pouvait y avoir des compromis qui pouvaient être faits. Mais là, il n'y aura pas de majorité. Et on aura 3 blocs qui ne pourront pas s'entendre. Voilà. Donc c'est pour ça que, pour éviter ça, puisque c'est un petit peu ce que les sondages nous disent, pour éviter ça, je crois que chaque personnel politique a ces 15 jours qui sont devant nous pour faire campagne, pour expliquer aux Françaises, aux Français où est le choix qui leur semble le plus raisonnable, pour essayer de donner une majorité à la France pour qu'on puisse gouverner. Parce que sinon, on est pris pendant 1 an sans pouvoir redissoudre. Et n'oublions pas quand même que dans quelques semaines, on a des Jeux Olympiques organisés en France, et il y a la vie quotidienne des Françaises et des Français qui va continuer et qui ne se satisferont pas de décisions prises à l'emporte-pièce. Donc il faut que, d'abord, les gens se mobilisent, ce qui permettra, s'ils se mobilisent tous, d'avoir peut-être des triangulaires qui permettront, dans ce cas-là, d'avoir un vrai choix au 2e tour, ce qu'on n'est pas trop habitué en France. Les législatives, c'est plutôt 2 candidats qui arrivent, mais si on a 70% de participation, ça sera plus facile d'avoir un choix de triangulaire. Alors vous êtes très en avance, Christophe Duprat. Adrien de Bévert, sur cette question, cette triangulation, puisque... Bon, alors certes, les sondages ne sont que des sondages, mais les projections, aujourd'hui, on peine à décerner, c'est peut-être le scénario 2, c'est-à-dire une absence de majorité, ce que disait Christophe Duprat. Au fond, ça aurait été un coup pour rien, cette dissolution. Non, mais je pense qu'il y a 3 scénarios qui sont possibles. L'extrême droite, l'extrême gauche, et puis le camp des républicains et des démocrates.
Après, sur le choix du vote, moi, je crois, ma modeste expérience en politique m'a montré d'abord que les sondages, il fallait s'en méfier. Et puis, je pense vraiment que le choix de vote qui a été fait aux européennes va être très différent pour ces législatives. Encore une fois, les gens ont pleinement pris conscience que l'enjeu était différent et quelque part encore plus grave pour leur vie, pour leur quotidien et pour le côté immédiat des choses. Donc, je pense qu'on est vraiment dans une campagne très courte où tout est possible. Très courte, imposée par les institutions. Il y a des solutions, c'est 40 jours maximum, de toute façon. Alors, on n'a pas pu faire non plus tellement plus long. Donc voilà, donc là-dessus, moi je me mets pas dans cette situation de devoir choisir entre Jordan Bardella ou Mélenchon dans un second tour. On verra au lendemain du 30, vous me réinviterez, on en parlera après le 30 juillet, je crois vraiment le 30 juin. Il faut que les Français se disent vraiment qu'aujourd'hui il y a vraiment ce choix sur les valeurs avant même de penser au programme. Effectivement, il y a 2 programmes qui sont complètement fous, mais au-delà de ça, avant tout l'enjeu essentiel, c'est l'essentiel justement, c'est nos valeurs. Ensuite, pour l'après, on a un souci, je pense, qui est d'ordre aussi institutionnel. On est arrivé un peu au bout de ce fonctionnement d'une 5e République que je ne remets pas en cause en tant que tel, mais que le quinquennat a beaucoup déformé, en fait. Parce qu'on a lié l'élection législative avec la présidentielle et ça pose un certain nombre de problèmes. Nous, vous le savez, au MoDem, on a souvent poussé à la proportionnelle, qui pourrait, surtout en s'inspirant par exemple de ce qui se passe dans nos communes, où on arrive à avoir des proportionnelles et pourtant des majorités assurées. Il y a, je pense, à réétudier cette dimension-là pour ne plus avoir cette situation d'une assemblée ingouvernable, en fait, qui empêche toute forme de gouvernement. Alors vous êtes en retard, Thierry Tréjoulet, on arrive quasiment au bout du temps qui nous a imparti. Un mot pour conclure, voilà, face à cet enjeu. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est la République, c'est notre modèle républicain, notre modèle de démocratie. On me répétait, contrairement aux caricatures que j'entends et qui simplifient le discours, nous, le nouveau Front populaire, on votera toujours pour la République, sans hésitation. Et le nouveau Front populaire porte un vrai programme pour la France, pour la justice sociale, pour l'écologie et pour défendre la République. Parce que le président Macron a mis en difficulté la République, qu'on le veuille ou non. Il a mis ses valeurs en difficulté. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, les Français l'ont exprimé à travers le scrutin européen. Mais nous sommes clairs sur ce que nous portons et nous portons autant de valeurs républicaines que vous. Je suis désolé là-dessus. Vous ne me prendrez pas à défaut là-dessus. Voilà, bah écoutez messieurs, on est au temps de parole à peu près à l'équité. Merci en tout cas d'avoir participé à ce débat. On vous réinvitera